Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle séquence, cette séquence numéro 12, on pourrait l'appeler comme ça, sur comment mettre en place des outils pour gérer les relations avec le voisinage. Donc encore une fois, c'est une séquence enregistrée, mais vous allez voir qu'on va effectivement aborder un certain nombre de points et on finira par un cas particulier que je vous inviterai à consulter et à réfléchir un petit peu dessus. Donc la gestion des relations avec le voisinage est tout aussi importante que celle avec les voyageurs. C'est aujourd'hui un enjeu central dans l'exploitation des meublés de tourisme. Depuis longtemps, l'attention des professionnels s'est focalisée un peu justement sur cette satisfaction des voyageurs, sur la qualité du logement, sur la visibilité sur les plateformes de location et sur la rentabilité. Or, l'expérience a montré justement que bah, la pérennité d'une activité en location courte durée dépend tout autant de la qualité du service que vous allez délivrer à votre voyageur que la qualité des relations que vous entretenez, que vous allez entretenir avec le voisinage. Il y a eu énormément de fermetures administratives, des restrictions locales, de plaintes en mairie, de conflits de copropriété, etc. Et qui trouvent leur origine non pas dans un problème avec le logement en lui-même, mais avec une dégradation progressive des relations entre un gestionnaire, un propriétaire et tout un environnement de voisins, de personnes effectivement directement liées à ce logement et à cette habitation. Une seule soirée bruyante peut suffire à entraîner et à enclencher une procédure de nuisance, à enclencher une pétition de la part des copropriétaires, une dégradation de la réputation de votre conciergerie, du gestionnaire, et puis effectivement du propriétaire et du bien en général. Donc l'objectif de ce cours, il va être double. Il va être à la fois de comprendre le cadre légal, qui protège à la fois les voyageurs, les propriétaires et les voisins, et puis d'apprendre à mettre en place des outils concrets pour prévenir, pour gérer, pour résoudre les conflits entre effectivement les voisins, les voyageurs, le propriétaire et vous-même en tant que gestionnaire. Donc on va essayer de voir ça en 6 grandes parties. D'abord comprendre les enjeux juridiques et opérationnels des relations de voisinage, voir le cadre légal français en matière de tout ce qui est nuisance, trouble du voisinage, etc. Comment anticiper les conflits, quels sont justement les modes de prévention et éventuellement les outils à mettre en amont, comment gérer la relation pendant le séjour, donc tout ce qui est communication, régulation, etc. Comment réagir après, après un incident, comment effectivement mettre en place une certaine médiation, un certain suivi également de vos opérations, et puis comment mettre en place une politique durable de gestion du voisinage. Comme je vous le disais, on finira par un cas concret parce que l'actualité nous en donne l'occasion. On verra ça à la fin de cette vidéo. Euh, donc, la première partie, comprendre les enjeux. Donc, vous pouvez suivre, je vous fais parvenir également le support PDF. Vous pouvez suivre en même temps que cette vidéo, la trame du cours. Donc, la première partie, comprendre les enjeux. Il faut savoir que les enjeux sont assez importants. Dans l'exploitation d'un meublé de tourisme, le voisinage, c'est pas un acteur secondaire. C'est un partenaire et un partenaire contraint. Contrairement à un hôtel, par exemple, où les clients sont attendus et encadrés par effectivement un cadre législatif et professionnel, le meublé de tourisme, lui, s'inscrit dans un environnement résidentiel qui n'est pas toujours préparé à recevoir justement un flux régulier de voyageurs. Donc,
D'un point de vue professionnel, mal gérer effectivement le voisinage, ça peut entraîner des plaintes à répétition auprès du syndic, auprès de la mairie. Ça peut entraîner également des restrictions dans le règlement de copropriété. Tout bêtement, il suffit effectivement de une, deux, trois plaintes, et puis le syndic et les copropriétaires peuvent décider d'inscrire dans le règlement de copropriété justement l'interdiction de logements en location courte durée type Airbnb, Booking, etc. Et auquel cas, à partir du moment où c'est inscrit dans le règlement de copropriété, vous ne pouvez plus contourner cette loi et ce règlement. Donc auquel cas, malheureusement, vous ne pouvez plus mettre votre logement, alors le vôtre, donc celui de votre propriétaire, mais également tous les nouveaux logements, enfin aucun logement sur cette résidence par exemple ne pourra être mis en location courte durée. Donc ça c'est un point effectivement très important parce qu'une fois que c'est inscrit dans le règlement de copropriété, il n'y a plus aucun recours possible. Et là forcément c'est un manque à gagner pour le propriétaire, pour vous, ça devient très compliqué. Il peut y avoir effectivement en plus des sanctions administratives. Alors effectivement l'exclusion de, de la part des copropriétaires en est une, mais effectivement des sanctions administratives au niveau local, auprès de, par exemple de la mairie, etc. Il peut également y avoir des sanctions juridiques, s'il y a des plaintes de voisinage pour notamment tapage nocturne, des choses comme ça. Ça peut aller très très loin. Professionnellement parlant, c'est également une très mauvaise réputation pour, alors pour à la fois votre logement, mais également pour vous, pour votre casquette de gestionnaire de logement en location courte durée. Le fait de vous voir effectivement, entre guillemets, sur le banc des accusés pour tapage nocturne, etc., en tout cas pour avoir mal géré en tout cas cette partie-là, ça peut effectivement avoir des répercussions importantes sur votre réputation, vous, en tant que gestionnaire. Et forcément, qui dit mauvaise réputation, qui dit logement exclu par les copropriétaires, dit plus de location, dit potentiellement une perte de revenus, alors pour le propriétaire du logement, et puis pour vous en tant que gestionnaire également. Donc les enjeux sont quand même assez importants. Et il faut voir que d'un point de vue humain, le voisinage, lui, peut se sentir envahi, dérangé, voire même dépossédé quelque part un petit peu de son bien, de son lieu d'habitation, de son espace de vie. Donc, si on comptabilise, si on fait le distinguo, alors les nuisances les plus fréquentes, bien évidemment, ça va être le tapage nocturne, ça va être le bruit, des fêtes effectivement avec un volume sonore un peu trop important, avec un nombre de voyageurs trop important. Ça va être des allées et venues répétées, et on l'a vu de nombreuses fois, notamment dans les médias, c'est qu'effectivement, le bruit des valises dans la rue, sur les pavés, dans les escaliers, les ascenseurs effectivement qui montent et qui descendent, les allées et venues répétées peuvent engendrer un inconfort et effectivement ça peut être très dérangeant à force pour le voisinage. Et il y a tout ce qui peut être problème de stationnement, où là effectivement ça peut être fréquent. C'est effectivement les voyageurs qui ne savent pas où se garer et qui se garent sur un emplacement réservé, ça peut devenir vite pénible pour les résidents et les voisins de votre appartement. Tout ce qui va être incivilité, alors effectivement les déchets, les poubelles, les mégots, voire même l'utilisation un peu intempestive, notamment des interphones. On ne sait pas effectivement lequel fonctionne, voilà je veux monter, etc. J'appuie sur tous les interphones, il y a bien quelqu'un qui va m'ouvrir. Une fois, deux fois, quand c'est toutes les semaines et de manière répétée, effectivement ça devient très fatigant et très usant pour le voisinage. Et puis il y a globalement le non-respect des parties communes, avec effectivement des personnes qui ne vont pas descendre les poubelles, ne pas les mettre au bon endroit,
les laisser pourquoi pas directement dans le couloir, ne pas s'essuyer les pieds, ce genre de choses qui à la longue peut être effectivement relativement pénible pour les utilisateurs, pour les habitants à l'année qui sont juste à côté de votre logement. Euh, il faut savoir, à titre d'exemple, par exemple, il y a une résidence à Bordeaux où alors, le propriétaire louait un appartement sans en avoir effectivement au préalable informé ses voisins. Et après plusieurs soirées bruyantes, les copropriétaires ont voté en assemblée générale l'interdiction de location à courte durée dans l'immeuble. Il s'est retrouvé avec un bien qui ne pouvait plus louer, en tout cas plus loué sur le marché de la location courte durée, mais uniquement effectivement à le remettre sur la location longue durée, le temps qu'il trouve un locataire, qu'il le mette effectivement aux normes, etc., qu'il fasse les papiers. Il a perdu quasiment 4 mois de location, donc 4 mois de vacances de son logement. Ça a un impact direct sur l'amortissement de son bien, sur la rentabilité, et ça l'a mis gravement en difficulté. Vous voyez qu'effectivement, l'entourage et le voisinage a une importance également dans la rentabilité, quelque part, de votre bien. Le cadre légal français, il faut savoir qu'il est quand même relativement strict, comme beaucoup effectivement de cadres en France, mais tant mieux, parce que dans la gestion des relations avec le voisinage, il est indispensable de comprendre que ça ne relève pas uniquement du savoir-vivre, mais ça s'inscrit dans un cadre juridique précis, à savoir notamment le Code civil. Le trouble anormal de voisinage est inscrit dans le Code civil. C'est l'article 1240 du Code civil, de la responsabilité civile, qui dit qu'un propriétaire peut être tenu pour responsable des nuisances causées par ses locataires, même s'il n'est pas directement à l'origine du trouble. C'est une conséquence majeure, c'est qu'effectivement, le propriétaire comme le gestionnaire ne peuvent pas dire ce n'est pas de ma faute, ce sont les voyageurs qui font du bruit. Il y a une obligation de vigilance de la part des propriétaires, de la part du gestionnaire, sur qui vous faites rentrer dans le logement. Et dès lors que vous avez cette obligation de vigilance, vous êtes tenu pour responsable si effectivement il y a une fête, qu'effectivement il y a du tapage nocturne, que vous dérangez vos voisins et qu'il y a des plaintes. Vous êtes le premier responsable. C'est vous qui avez fait rentrer ces voyageurs dans le logement. C'est vous qui, quelque part, entre peut-être l'absence de règles ou le fait de ne pas les avoir informés des risques, etc., vous êtes le premier responsable de ce qui s'est passé. Donc vous pouvez vous retourner après avec la plateforme sur le voyageur, etc. Mais vis-à-vis des voisins, vis-à-vis du voisinage, vous êtes le premier responsable et donc quelque part vous exposez, lorsque vous êtes gestionnaire, vous vous exposez vous-même et vous exposez le propriétaire à de graves conséquences s'il y a effectivement des nuisances qui sont constatées. Alors, ça veut dire que le propriétaire, par exemple, qui laisse faire et qui laisse des groupes venir faire la fête, etc., peut être condamné après 1-2 plaintes, à non seulement des amendes, mais également des dommages et intérêts auprès de ses voisins. Un gestionnaire qui va ignorer des plaintes répétées de la part du voisinage sur effectivement des fêtes, sur du bruit, etc., voit également sa responsabilité professionnelle engagée et peut lui également avoir des plaintes, avoir des amendes et avoir des dommages et intérêts à verser aux voisins et effectivement aux victimes de ces désagréments. Il y a par exemple à Nice un propriétaire qui louait un appartement donc, en Airbnb, alors sans encadrement et sans effectivement avoir fixé précisément les règles dans son logement. Il y a eu plusieurs signalements de nuisances, etc. Les voisins ont saisi le tribunal judiciaire. Le juge a estimé que le propriétaire avait commis une faute en ne mettant en place aucun dispositif justement de prévention, tout ce qui est règlement intérieur, le contrôle des voyageurs,
la gestion des plaintes, etc., bah, il a été condamné à indemniser l'ensemble des copropriétaires qui se sont constitués sur cette plainte. Donc c'est peut-être pas un, c'est peut-être pas deux, c'est plusieurs, ça peut être plusieurs copropriétaires. S'ils sont une dizaine, c'est-à-dire qu'il faut indemniser une dizaine de copropriétaires. Ça peut être assez lourd dans effectivement la gestion et la rentabilité d'un logement. Il y a également une réglementation sur le bruit. Là, c'est le Code de la santé publique qui encadre les nuisances sonores, et il est essentiel que vous puissiez comprendre que, encore une fois, ce n'est pas juste de la courtoisie, mais le tapage nocturne est bien encadré par le Code de la santé publique. Il est caractérisé entre 22 heures et 7 heures du matin, et que dans ce laps de temps, tout bruit supérieur à la normale peut être considéré comme du tapage nocturne. De plus, en journée, un bruit peut être sanctionné s'il est également répétitif, intensif et durable. C'est-à-dire que, par exemple, un groupe de musique qui joue une musique très forte à 15 heures peut quand même être en infraction vis-à-vis du voisinage. Donc, même si vos locataires font la fête l'après-midi, par exemple, bah, même si ce n'est pas un tapage nocturne, c'est quand même un tapage, et donc il est potentiellement répréhensible par la loi, et effectivement, il peut y avoir quand même des plaintes de la part des propriétaires et des copropriétaires de la résidence. Donc ça veut dire que votre devoir, vous, en tant que gestionnaire, à ce niveau-là, ça va être d'informer clairement les voyageurs des horaires à respecter, donc par message, sur éventuellement l'annonce, ça peut être également sur le livret d'accueil, voire dans un message spécifique, le règlement intérieur qui peut être effectivement à disposition des voyageurs. Ça veut dire également intervenir rapidement en cas de plainte du voisinage. Et enfin, élément important, notamment pour la suite en cas effectivement de procédure, c'est de conserver des preuves d'action que vous avez entreprises pour mettre fin justement à ces troubles. Donc ça va être par exemple tous les messages envoyés, les SMS, les mails, les contacts directement sur les plateformes, les appels passés, éventuellement les plaintes directement auprès des plateformes. Donc tous ces éléments-là, il faut les garder en tant que preuve pour justement faire valoir votre droit et votre action, et non votre inaction, votre action pour faire cesser ces troubles. Les juges en tiendront effectivement compte dans l'étude des plaintes de la part effectivement des voisins. Et puis, bah, comme on le disait, le rôle du règlement de copropriété, il est hyper important. Dans de nombreuses résidences, dans de nombreux immeubles, le règlement de copropriété impose des règles strictes quant à l'usage des parties communes, quant au type d'activité qui est autorisé dans la résidence, et puis bah, bien sûr le respect de la tranquillité des occupants. Il est généralement marqué noir sur blanc. Bien souvent, les règlements de copropriété sont, on va dire, assez anciens. Et on parle de gestion et d'habitation en bon père de famille, voilà, d'habitation bourgeoise, etc. Mais les règles sont clairement très strictes sur voilà, le bruit, l'interdiction de fête, le respect des horaires, etc. Donc ça veut dire que pour vous, en tant que gestionnaire, bien évidemment, la première des choses à faire, c'est de prendre connaissance de ce règlement de copropriété avant toute mise en location. Alors c'est important, c'est pas forcément une chose facile à obtenir parce que bien souvent les propriétaires l'ont eu une fois, ils l'ont plus forcément sous la main, et puis eux ne le lisent pas régulièrement. Mais généralement, si vous vous rapprochez du syndic, eux doivent le mettre à disposition des propriétaires et éventuellement des gestionnaires. Mais déjà, c'est un premier point assez important que vous faites lorsque vous allez au-devant du syndic pour lui demander le règlement de copropriété afin justement de pouvoir vous y conformer. Vous marquez déjà des points sur, d'une part, votre professionnalisme et sur votre façon de gérer
les logements et éventuellement les nuisances qu'il peut y avoir. Donc ça, c'est vraiment un point important. C'est de s'assurer justement que le propriétaire est bien en conformité avec ce règlement de copropriété, qu'il le connaît, qu'il connaît les différents points et qu'il connaît notamment également aussi un peu les textes de loi qui encadrent justement ces règlements de copropriété. Et puis pour le coup, ça va être ensuite d'adapter vos outils de gestion à vous, aux exigences de l'immeuble, donc à la configuration de l'immeuble. C'est peut-être effectivement renoncer à la mise à disposition d'une boîte à clés. Ça veut dire peut-être voilà, faire attention et demander si par exemple il y a des pavés, mettre déjà dans le règlement et dans les messages d'accueil que il est demandé aux gens arrivant avec des valises de ne pas les faire rouler, etc. C'est ce genre de détail qui va effectivement vous permettre d'avoir une gestion plutôt apaisée avec l'ensemble du voisinage. Troisième partie, anticiper les conflits. Il faut savoir que la prévention et tous les outils que vous pouvez mettre en amont, l'objectif, plutôt que de gérer les conflits, ça va être de les anticiper pour quelque part les éviter. Donc premier outil clé, on va dire, ça va être le livret d'accueil. Le livret d'accueil, c'est pas seulement un document informatif pour le voyageur, c'est un outil juridique et opérationnel. C'est une trace écrite, et donc il doit comporter un certain nombre d'éléments pour justement prévenir tous ces conflits, toutes ces situations un peu compliquées. Donc c'est notamment les règles de respect du voisinage, c'est les heures de silence recommandées, c'est les consignes sur les parties communes, c'est les règles de tri pour les déchets, mais on l'a vu, c'est une mention effectivement obligatoire, les consignes de stationnement, et puis un contact d'urgence, on l'a déjà vu cette semaine, un contact d'urgence à laisser en cas de problème. L'idée, c'est quelque part aussi de responsabiliser le voyageur dès son arrivée, en lui faisant comprendre qu'il va séjourner dans un environnement résidentiel et que quelque part, comme lui n'aimerait pas chez lui que ses voisins l'embêtent, qu'il fasse attention également au voisinage, un peu comme s'il était réellement chez lui. À partir du moment où vous essayez de transmettre un petit peu cette philosophie à vos voyageurs, dans la grande majorité des cas, effectivement, tout se passera bien. Pour ça, le règlement intérieur, tel qu'il est écrit, alors effectivement dans le livret d'accueil, mais pourquoi pas à d'autres endroits dans le logement, il doit être clair. Le règlement intérieur doit être visible. Quand on dit effectivement dans le livret d'accueil, mais pourquoi pas directement effectivement dans un cadre à l'entrée, exactement comme le font par exemple les hôtels. Ça peut être très intéressant parce que le voyageur ne peut plus effectivement dans ces cas-là nier son existence, dire qu'il ne l'a pas vu, qu'il n'en a pas pris connaissance s'il est mis en évidence. Et puis il doit être accepté par le voyageur. Cette notion elle est importante parce que le voyageur par exemple qui fait une fête et qui me dit moi j'étais pas au courant, et si j'avais été au courant que les fêtes étaient interdites, je n'aurais pas réservé ce logement. Il est important de faire notamment, comme je vous le disais sur les annonces, de faire apparaître noir sur blanc et de façon assez visible les points les plus importants de votre règlement intérieur, notamment en ce qui concerne les fêtes, le nombre de voyageurs, les heures d'arrivée, etc., etc. Et puis, notamment voilà, l'interdiction de fumer, de vapoter à l'intérieur des lieux, etc. Ce sont des points importants qu'il faut effectivement mentionner donc sur l'annonce, mais également donc, sur le livret d'accueil, et pourquoi pas également de les porter à connaissance des voyageurs dans un envoi de mail qui peut être effectivement sur la plateforme, que ce soit Airbnb, Booking ou Abritel, etc. Directement dans la plateforme afin que à la fois la plateforme ait connaissance de votre message, le voyageur en a pris connaissance, puisque généralement les messages sont marqués comme lus ou non lus,
vous avez quelque part cette acceptation vérifiable informatiquement parlant. Et ça, c'est un détail important justement en cas de procédure. Et pourquoi pas, lorsque vous faites un accueil physique, vous avez la possibilité, même si c'est forcément toujours un peu litigieux et un peu compliqué à mettre en œuvre, de faire signer carrément un règlement intérieur stipulant effectivement tous ces points-là et que le voyageur va valider et va certifier par écrit directement à son arrivée lors d'un check-in physique par exemple. Ça, c'est tout à fait possible. C'est vrai que c'est plus compliqué, surtout si tout se passe bien, ça peut être mal pris par le voyageur. C'est pas forcément quelque chose que je vais recommander. Et puis, élément indispensable, c'est avoir une communication proactive avec les voisins. C'est-à-dire qu'un bon gestionnaire ne se contente pas d'attendre qu'un problème survienne sur un logement. Il doit dès le départ créer un climat de confiance, donc avec effectivement le propriétaire, mais également avec le voisinage. Donc ça va passer par aller se présenter, aller frapper aux portes, aller essayer de rencontrer les différents voisins. Donc moi c'est ce que je faisais, c'est-à-dire que lors de mes premiers allées et venues dans le logement, quand je vais faire un shooting, faire des repérages pour comprendre effectivement comment il fonctionne et pour pouvoir mettre toutes les bonnes instructions, c'est de croiser les gens dans les couloirs. C'est effectivement pourquoi pas d'aller frapper aux portes, de se présenter, éventuellement de laisser votre carte de visite, comme ça vous laissez un numéro de téléphone direct. Alors ça peut être bien d'avoir un numéro différencié unique spécialement pour les copropriétaires, pour les voisins. Aujourd'hui avec des applications type on-off, moi que j'utilisais, j'avais une ligne professionnelle pour effectivement les contacts, les propriétaires qui souhaitaient me contacter, etc. Une ligne pour les voyageurs et une ligne pour le voisinage. Alors, certes, ça fait 3 lignes de téléphone, mais l'avantage c'est que je pouvais directement identifier qui essayait de me contacter et en fonction des heures, effectivement, je pouvais assez facilement deviner la gravité de la situation et pouvoir savoir si je devais décrocher ou non. Voilà, c'est un petit tips que je vous donne. Mais l'objectif, en allant vous présenter, en donnant vos coordonnées, c'est de pouvoir justement clairement présenter votre façon de travailler, présenter votre société, vous présenter vous-même et expliquer un petit peu le fonctionnement des locations courte durée, le fonctionnement de votre conciergerie, votre fonctionnement à vous et comment vous allez gérer justement ce logement, le logement qui est juste à côté du leur et qui peut leur apporter des désagréments, qui peut effectivement leur apporter des soucis. Il faut essayer justement de leur apporter une assurance que tout va bien se passer et que au contraire il faut plus voir des avantages que des désagréments. Et quand je dis avantages, c'est leur faire comprendre que puisqu'il y a un logement juste à côté qui est disponible, écoutez, le jour où vous avez besoin, vous recevez de la famille, etc., n'hésitez pas à m'envoyer un message, n'hésitez pas à me contacter, je ferai le point avec le propriétaire. On essaiera effectivement d'être arrangeant, on essaiera de trouver un accord pour que vous puissiez effectivement avoir une réduction, que vous puissiez l'avoir moins cher. Alors, c'est peut-être pas grand-chose, mais tout de suite, vous vous mettez effectivement dans un côté positif de la relation avec l'ensemble des copropriétaires. Tout de suite, ils effectivement sont en confiance et ça change radicalement le reste. Ça réduit les tensions, ça réduit les a priori qu'il va pouvoir avoir sur effectivement la location courte durée. Les voisins vont se sentir écoutés, respectés, vous avez pris les devants, vous êtes même effectivement plutôt arrangeant. C'est vraiment une bonne chose. Donc si vous pouvez effectivement le faire autant que faire se peut, c'est toujours une bonne chose. Mais même avec une bonne prévention, les incidents peuvent intervenir. La clé alors de votre réussite et de votre professionnalisme, ça va être la réactivité.
Pour être réactive et pour gérer au mieux pendant le séjour, déjà, c'est d'avoir des outils adéquats, notamment des outils de surveillance du bruit. Alors, type effectivement des boîtiers type minute, par exemple, qui vous permettent, lorsqu'ils sont connectés au Wi-Fi du logement, de pouvoir surveiller le niveau sonore, donc avec effectivement des décibels, surveiller éventuellement si il y a des fumées, s'il y a des odeurs de tabac, etc., puisque maintenant les détecteurs peuvent le voir, détecter éventuellement un surnombre de voyageurs dans le logement, avec le nombre de connexions et le nombre d'appareils détectés en Bluetooth. Donc ce sont des outils de surveillance qui sont vraiment très adaptés et puis surtout qui sont complètement légaux. Et ça, c'est un point important parce que beaucoup justement de propriétaires, de gestionnaires ont essayé d'encadrer, de limiter les activités un petit peu problématiques dans les locations courte durée, en mettant par exemple des caméras, en surveillant les allées et venues, etc. Ça, ce sont des éléments qui ne sont pas légaux, qui sont effectivement hors cadre législatif français. Des outils de surveillance comme Minute n'ont aucune caméra, ce sont uniquement des outils de surveillance, notamment effectivement sur le bruit, avec des capteurs bien précis et qui respectent complètement la protection des données et l'intimité de vos voyageurs. Donc, même si effectivement ils ne sont pas informés, mais ça vous pouvez informer et mettre clairement, même sur l'annonce, sur le site, que le logement est équipé d'un boîtier minute, ça va même, ne serait-ce que ce nom, permettre de sécuriser effectivement l'allocation de votre logement. Moi, je ne vous cache pas que même sur des logements où je n'avais pas de boîtier minute, clairement, quand j'avais effectivement une suspicion, que j'avais un doute sur certains voyageurs, ça m'est arrivé de leur dire, alors ce logement est équipé d'un boîtier minute qui détecte le bruit, le nombre de personnes, etc. Donc bon, si jamais il y a le moindre souci, je serai mis au courant. Et au moins ça évite les incidents, et en cas de doute, les gens se disent, bon finalement, je ne vais pas faire la fête ici, je vais vous bouger en centre-ville. Ça évite beaucoup de problèmes. Donc n'hésitez pas à vous renseigner et à mettre effectivement en place ce type d'outils. Alors certes, ça a un coût, mais c'est un coût généralement qui peut être pris en charge directement par les propriétaires, parce que pour eux, ça va être un outil vraiment sécurisant sur leur logement, non, surtout quand c'est effectivement, par exemple, une maison, une propriété, une résidence principale, pardon. Les boîtiers minutes, ils peuvent être installés, ce sont des boîtiers que vous pouvez installer pendant des courtes durées, ce sont des boîtiers mobiles, c'est pas comme une alarme incendie où effectivement une fois qu'elle est mise au plafond, elle ne bouge plus. Les boîtiers minutes, vous pouvez les utiliser pour même des courtes durées, même pour un week-end, dans un logement, ou même tout simplement pour un voyageur où vous avez un doute sur effectivement la destination réelle du séjour, et ne l'installer que pour ce voyageur-là, pour justement vous sécuriser. Donc ça vraiment, je vous conseille fortement pour limiter les conflits et pour limiter le voisinage, les problèmes de voisinage, parce que de dire par exemple au voisin que le logement est équipé d'un boîtier de ce type, de surveillance du bruit, ça va le sécuriser. C'est-à-dire que lui, il va se dire, ok, ce ne sera pas forcément à moi de vous appeler lorsque j'aurai du bruit, vous serez déjà au courant. Ou du moins logiquement, vous êtes déjà censé être au courant. Donc je n'aurai pas trop à surveiller, j'aurai pas trop à m'en faire à ce niveau-là. Pour gérer pendant le séjour correctement ces problèmes de voisinage, il va falloir également avoir une gestion des plaintes en temps réel et tout un process de gestion des plaintes en temps réel qu'il va falloir adopter et mettre en place. Lorsqu'un voisin se plaint, il faut avoir une posture professionnelle, c'est-à-dire qu'il va falloir, déjà dans un premier temps, écouter sans minimiser le problème. Il va falloir remercier le voisin de vous en avoir fait part, de vous avoir alerté si effectivement vous ne l'étiez pas avant. Intervenir rapidement auprès des voyageurs, bien évidemment, que ce soit par message, par un coup de fil, etc., pour rapidement faire cesser la nuisance. Et puis ensuite, faire un suivi.
Alors faire un suivi aussi bien auprès effectivement des voyageurs, voilà, si c'est une fête, les recontacter le lendemain en disant mais il y a un élément que vous n'avez pas vu, pas pris en compte dans le règlement du logement. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'était prévu? Est-ce que c'était anticipé? Et puis, auprès des voisins, on va dire, bah voilà, on a bien eu votre message hier, j'ai recontacté le voyageur qui effectivement m'a assuré avoir baissé la musique. Est-ce que de votre côté, c'est toujours OK? Oui, vraiment étape par étape, d'avoir un suivi et un suivi minuté. Et puis, bah, garder encore une fois les preuves, les échanges, les textos, les mails, les heures d'appel pour pouvoir justifier bah justement de votre action pour gérer ces problèmes et ces nuisances. Il faut savoir que lorsque vous ignorez la plainte d'un voisin, pardon, ça peut être considéré par justement ce voisin comme un manque de respect de sa condition de voisin, et ça peut aggraver la situation pour ce qui n'était peut-être qu'au départ qu'un petit trouble, qu'un petit effectivement tapage nocturne qui n'a duré que 10 minutes. Le fait que vous ne soyez pas intervenu, que vous n'ayez pas écouté, que vous n'ayez pas pris en compte la plainte du voisin, ça risque d'engendrer des difficultés beaucoup plus importantes par la suite. Parce qu'effectivement, la prochaine fois, peut-être qu'il n'attendra pas 10 minutes, peut-être qu'il réagira au quart de tour, que sa réaction sera beaucoup plus virulente et que peut-être il ira directement voir le voyageur et pas forcément de la bonne façon. Donc un voyageur qui effectivement fait peut-être une petite fois un petit peu plus de bruit, si c'est pour se faire recadrer par le voisin parce que c'est la 10e fois que lui n'en peut plus, vous verrez que ça peut avoir des répercussions assez importantes. Par exemple, en Bretagne, il y a un concierge qui a reçu une plainte à 23h30 pour effectivement du bruit. Il a immédiatement contacté le voyageur, ils ont baissé la musique. Le voisin qui a été informé et qui a vu que la musique avait été baissée, bah, il a envoyé un message de remerciement. Ça a permis effectivement au gestionnaire, aux voisins, bah, de rentrer en contact et pouvoir justement apaiser les choses et mettre en place on va dire, des relations de communication beaucoup plus apaisées après sur l'ensemble effectivement de la gestion du logement. Donc ne pas hésiter à réagir vite, à donner tous les moyens aux copropriétaires, aux voisins, de pouvoir vous contacter. Donc, d'où effectivement la présentation en amont, comme on le voyait tout à l'heure. Et une fois que le logement, enfin une fois que l'incident est passé, une fois que le voyageur a quitté le logement, il y a tout un cheminement, comme on le disait, avec avec les propriétaires, pardon, avec les voisins, avec les copropriétaires. D'abord, effectivement, revenir les voir, et si possible, en face à face, de visu. C'est toujours plus impactant et toujours effectivement plus cordial que de leur envoyer un mail ou de les contacter par téléphone, de se déplacer, de leur montrer effectivement qu'on est présent sur le terrain et dire bah voilà, je suis désolé, je comprends que ça peut effectivement vous déranger, je comprends la nuisance, je comprends. Déjà, ne serait-ce que cette première étape va apaiser facilement et la plupart des situations tendues. C'est justement de rechercher aussi en fonction de la gravité de l'événement, bien évidemment, quelles actions vous allez pouvoir mettre en place pour prévenir ce type d'incident. Alors bien évidemment, pourquoi pas un avertissement sur le voyageur, prévenir les plateformes pour les informer effectivement de ce type d'incident, quelque part mettre un peu un carton jaune pardon, au voyageur en lui disant attention, ce voyageur-là, il ne respecte pas les règlements, il faut qu'il fasse attention, sous peine de carton rouge de la part des plateformes. Il faut savoir qu'une plateforme comme Airbnb, par exemple, lorsque vous faites un signalement auprès d'un voyageur, c'est une fois, 2 fois, mais pas 3. Au 3e signalement, parce que le voyageur n'a pas respecté
le règlement de copropriété parce qu'il a fait 3 fois la fête ou fumé ou etc. Le compte est désactivé et c'est très compliqué pour le voyageur de pouvoir recréer dans ces cas-là un nouveau compte. Parce que généralement le compte est lié à une pièce d'identité, il faut changer la pièce d'identité, etc. C'est toujours un peu compliqué. Mais dans ces cas-là, lorsqu'il y a effectivement un problème avec le voyageur, là la pièce d'identité est bien prise en compte. Avec le voisinage, vous pouvez également être amené à mettre en place des choses et notamment à modifier les règles de votre logement. Si effectivement voilà, la sonorisation est plus que limite, bah pourquoi pas modifier effectivement les règles, les heures par exemple, où le silence doit être respecté. Euh, Ça peut effectivement être un élément qui va venir apaiser la situation entre vous et les voisins. Et puis bah, pourquoi pas justement mettre en place des nouveaux outils comme les capteurs de bruit. Peut-être que c'est quelque chose qui pourrait apaiser les voyageurs. Pourquoi pas peut-être aussi mettre des stickers, des autocollants dans le hall, voire même dans le logement, pour bien rappeler qu'il est interdit de fumer dans les parties communes, etc. Donc tout ça, ce genre de choses, c'est des éléments, des solutions que vous allez peut-être mettre en place en accord, ou en tout cas après avoir discuté, avoir échangé avec les copropriétaires, avec les voisins qui ont effectivement été victimes justement de ces nuisances. Et puis c'est également un suivi dans le temps, une fois que le problème a été résolu, c'est effectivement aussi de pouvoir dire, ok, bah alors le problème a été résolu, mais comment je fais pour qu'il ne se reproduise pas à l'avenir? Comment est-ce que j'essaie de garder le lien et le dialogue avec effectivement avec mon voisin? Et puis bah, quelle bonne pratique je peux essayer de mettre en place avec justement avec le voisin pour que tout effectivement aille pour le mieux pour la suite. Donc adaptez vos pratiques si nécessaire, essayez justement de faire en sorte que tout ça aille pour le mieux ensuite. Ça c'est vraiment important, justement ce dialogue que vous allez mettre en place avec le propriétaire, il va être important.